Dans ce champ, les traces d'impact de l'un des drones abattus. Un peu plus loin, un autre aéronef s'est écrasé sur le toit de cette maison. C'est un moment sans précédent dans l'histoire de l'Alliance Atlantique Nord. Un feu continue. Les Russes ne sont qu'à quelques mètres de cette position ukrainienne. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que Moscou avait lancé un nouveau missile balistique hypersonique sur l'Ukraine. Poutine ne pense qu'à la guerre. Les ravages de la guerre se poursuivent au Proche-Orient malgré les demandes répétées d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Ce soir, les ambitions nucléaires de l'Iran sont officiellement mortes. La Chine montre les muscles. Toutes les technologies présentées sont produites en Chine. Hôpital Simone Veil de Cannes, l'activité de tous les services, comme ici en cardiologie, est impactée par la cyberattaque. Les membres de l'OTAN vont drastiquement augmenter leurs dépenses militaires pour atteindre les 5% de leur PIB. Lorsque les alliés atteindront ce chiffre, ils ajouteront plus de 1 000 milliards de dollars par an. Il ne s'agit pas de déléguer sa sécurité à d'autres, il s'agit aussi de ne pas déléguer sa pensée stratégique et donc de réfléchir par nous-mêmes. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Si le point de sortie en Ukraine était une victoire russe et une défaite ukrainienne, on deviendrait quand même un peu les herbivores dans un monde de carnivores. Nous sommes prêts, nous, Européens, à apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Je crois à la puissance de l'action pour modifier le cours de l'histoire. C'est le rôle de l'armée de terre d'y contribuer au service de notre pays. Je crois effectivement à la puissance de l'action pour modifier le cours de l'histoire. L'armée de terre est la force aéroterrestre dont la France a besoin pour peser sur son destin et entraîner ses partenaires européens sur un projet de défense collective et de pilier européen de l'Alliance Atlantique. Je suis heureux de vous accueillir à l'école militaire et de constater l'intérêt que vous portez à l'armée de terre. La présentation à laquelle vous assistez aujourd'hui vous permettra de mieux la connaître. Son organisation, ses missions, les hommes et les femmes qui servent sous ses drapeaux. Vous aurez l'occasion d'aller à la rencontre des soldats qui présentent leur équipement et leur mission. Ils sont le cœur de l'armée de terre, l'outil premier du combat. Je crois à la puissance de l'action pour infléchir le cours de l'histoire. La situation n'est plus celle d'il y a 10 ans. Elle n'est même plus celle d'il y a à peine 2 ans. Le monde connaît une succession de bouleversements stratégiques, technologiques, sociaux, politiques. En quelques semaines, les exemples s'accumulent. Parade militaire à Tiananmen, avec la présentation de missiles hypersoniques. Reconnaissance de l'État de Palestine par plus de 10 pays, dont le nôtre. Grèves et manifestations, notamment de la génération Z, au Maroc, au Népal et dans plusieurs autres pays du monde, dont l'Indonésie, le Pérou, mais encore à Madagascar, où le pouvoir s'est écroulé sous la pression de la rue. Plan de paix de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Violation des espaces aériens de pays alliés de l'OTAN par la Russie. Frappe massive de la Russie contre le réseau électrique ukrainien, et bien d'autres. Ces événements passent presque inaperçus en se chassant les uns les autres, tant l'ampleur et le rythme de ces bouleversements sont élevés. Ils modifient pourtant les équilibres mondiaux et les rapports de force. Le monde est marqué par l'urgence et la radicalité. L'urgence, parce que les bouleversements militaires, politiques, culturels, techniques se succèdent à un rythme inédit, parce que nos adversaires s'arment. La radicalité, parce que les mutations sont brutales et s'imposent dans les sociétés, dans les rivalités internationales, dans les révolutions technologiques. Il est impératif de nous adapter, de nous transformer rapidement et profondément. Nous vivons une bascule, nous vivons un changement d'ère, celle qui s'ouvre est celle des rapports de force désinhibés. Nous assistons à un retour des empires. Face aux empires, une France désarmée, une Europe désarmée serait vassalisée ou attaquée.
les frontières entre paix, crise et guerre s'effacent dans une superposition entre compétition, contestation et affrontement. L'hybridité des modes d'action accentue ce flou. Elle permet aux adversaires d'influencer, de désinformer, de déstabiliser et d'affaiblir en restant sous le seuil du conflit ouvert, en deçà de la guerre. L'ère qui s'ouvre est celle de l'intimidation et des tests. Dans ce contexte, la France a l'ambition de peser sur son destin. Elle veut demeurer une puissance d'équilibre et d'entraînement, un pilier de l'architecture de sécurité en Europe. Pour cela, elle s'appuie notamment sur ses armées, sur leur crédibilité, sur leur disponibilité, sur leur action et sur leur capacité à agir. Notre pays a besoin d'une armée de terre de combat, apte à remplir des missions allant de la protection du territoire à l'engagement majeur en coalition. Parce que les guerres se gagnent au sol, parce que défendre, conquérir, stabiliser et protéger se fait au contact des populations et de l'adversaire, l'armée de terre est le marqueur de la détermination du pays, c'est-à-dire sa volonté, sa capacité et son endurance. Pour cela, elle doit être prête, dès ce soir, et même dès ce matin s'il le faut, pour se préparer au conflit futur. Elle doit être prête à remplir toutes les missions avec les moyens dont elle dispose, si la situation l'exige. Elle doit être prête à répondre à un test que nous opposerait un adversaire à courte échéance et pour lequel il faudrait démontrer notre puissance et notre détermination en coalition. L'armée de terre doit être prête si la France était entraînée malheureusement dans un engrenage non choisi. L'armée de terre doit être encore plus prête demain pour décourager des adversaires encore plus redoutables et plus armés, pour parer ou prendre part, s'il le fallait, à un conflit dont les formes sont difficiles à discerner aujourd'hui au vu des révolutions techniques et tactiques qui sont en cours. Pour faire face au retour de la guerre en Europe, au retour de menaces crédibles, l'armée de terre s'adapte aux exigences du contexte. Elle entend être et demeurer stratégique parce qu'elle agit chaque jour, protège la nation, pèse en coalition et assume son rôle de nation cadre. Elle entend être et demeurer innovante parce qu'elle anticipe les ruptures et industrialise l'innovation par tous les moyens dont elle dispose pour être et demeurer agile, parce que l'innovation est un facteur de supériorité opérationnelle. L'armée de terre entend être et demeurer soudée, parce que son expérience d'armée d'emploi lui a donné l'esprit guerrier, la fraternité d'armes et la volonté de vaincre, parce que les soldats français, hommes et femmes, seront toujours le socle de notre défense. La loi de programmation militaire 2024-2030 porte un plan de transformation de l'armée de terre. Ce plan est bon. Les conflits en cours prouvent la pertinence de ce choix. Mais le contexte, marqué par l'urgence et la radicalité, exige aujourd'hui d'accélérer. Les ressources en croissance de la loi de programmation militaire et les ressources encore supplémentaires envisagées dans le projet de loi de finances dès 2026 le permettent. L'armée de terre va aller plus vite et combler ses manques pour accroître sa puissance et sa résilience. Davantage de puissance de feu, de munitions et de profondeur logistique. 2026 sera une année pivot pour l'armée de terre. J'ai choisi comme mot d'ordre « être prêt » et le faire savoir. Une armée de terre solide, équipée, létale, bien entraînée, est un atout dont les États ne peuvent pas se passer. Je pense que la France est une grande nation du continent européen et doit prendre sa place en tant que nation cadre dans l'intégration
d'une opération de coalition. L'armée de terre, elle joue un rôle particulier parce qu'il se trouve que dans les opérations extérieures, en raison des formes particulières des guerres dans lesquelles elle s'est trouvée engagée, c'est elle qui a payé le prix du sang de ses engagements au sol. Dans ce monde bouleversé, dans ce monde de plus en plus violent, désinhibé, quand on évoque le cas de certaines puissances au voisinage immédiat de l'Europe, la question, c'est d'être crédible, d'imposer sa volonté et d'imposer aussi la défense de ses intérêts. Il y a un espace pour la manœuvre militaire, mais il y a aussi un espace pour la manœuvre politique. Et cette complémentarité, cette bascule permanente entre le militaire et le politique, eh bien finalement, elle ne peut pas avoir lieu, jamais, si le pays concerné ne dispose pas d'une armée de terre crédible. L'armée de terre est là pour vaincre, c'est sa raison d'être. C'est la raison pour laquelle les soldats, les hommes et les femmes de l'armée de terre s'entraînent et s'engagent. La diplomatie, au sens large, la fonction diplomatique, elle doit convaincre. Elle doit convaincre, elle doit se faire respecter, elle doit porter une parole qui a un poids et une crédibilité. Et on ne peut pas convaincre si l'on n'est pas prêt et entraîné à vaincre. L'histoire des relations internationales, elle est faite de retournements brusques, violents, qui peuvent emporter une société en quelques années. Et cette leçon historique ramenée et comparée à cette fonction qui a toujours été celle de l'armée de terre, en fait une priorité du point de vue de la politique publique de défense. Une armée de terre, c'est non substituable si l'on prend au sérieux les leçons de l'histoire. Donc le défi, il est double. Il est pour l'armée de terre de faire face à cette accélération prodigieuse du tempo des opérations, aux conséquences de ce qu'on appelle la fusion décisionnelle, des informations dans les centres de commandement et de contrôle de nouvelle génération, et en même temps de répondre aux défis de l'attrition, de la durée, de la présence sur le terrain qui peut user les hommes et les matériels. Alors CAMO, c'est un partenariat qui va bien plus loin que l'achat de matériel commun. On parle d'une doctrine commune, donc une tactique d'emploi commune. Le seul pays qui nous offrait réellement un vrai partenariat stratégique très profond dans toute une série de lignes de développement, comme la doctrine, l'entraînement commun, l'interopérabilité, c'était la France. Nous nous adossons d'office à une grande nation. Le fait de pouvoir échanger ces données très rapidement et de manière sécurisée, je pense que c'est un unicum au niveau des forces de l'OTAN. La France a l'ambition d'être une nation cadre au niveau européen, et c'est tout à fait normal vu le volume de ses forces. Le fait de s'adosser à une grande nation nous permet de, je vais dire, améliorer la chance que nous puissions être déployés ensemble, ce qui reste une décision politique, in fine, pour une mission de coalition, pour de grandes opérations. Donc, pour moi, il s'agit là d'un embryon d'une armée européenne, même si les forces restent toujours nationales, et il s'agit de l'exemple à appliquer par l'entièreté des nations européennes. Les guerres, elles ont joué un rôle incontestablement dans la structuration de la conscience nationale. Alors pour les Français, c'est évident qu'il y a deux moments historiques fondamentaux qui sont la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas pour les Français du XXIe siècle évidemment, et qui continuent de marquer vraiment de manière très forte leurs imaginaires, leur compréhension de la guerre et leur perception du rôle que peut avoir une armée sur ce milieu particulier qu'est le milieu terrestre. On voit aussi évidemment qu'il y a une actualité qui vient rappeler que la guerre n'est pas forcément une chose distante, une chose lointaine à laquelle on peut demeurer complètement étranger. Et les chefs militaires vont avoir le souci de réexpliquer que la fonction militaire, c'est de faire la guerre, c'est de combattre. L'armée de terre, elle joue un rôle particulier parce qu'il se trouve que dans les opérations extérieures, en raison des formes particulières des guerres dans lesquelles elle s'est trouvée engagée, c'est elle qui a payé le prix du sang de ses engagements au sol. Et c'est vrai que dans ce contexte, les armées professionnelles, qui finalement permettent à la société de vivre tranquillement avec un minimum de contraintes d'ordre militaire, puisqu'il n'y a pas d'appel sous les drapeaux, il n'y a pas de conscription obligatoire, sont une manifestation très visible et même très visuelle dans une société de l'image de l'existence de la nation. Et par ailleurs, les Français ont un contact réel avec l'armée de terre. Partout où il y a des emprises, ces emprises sont insérées dans le tissu local. Et ce lien entre l'armée et la population, il vient rappeler
qu'il y a effectivement cette question des rapports de force internationaux qui se posent et qui concernent la société tout entière. Et donc on voit là qu'il y a un enjeu en fait pour ce qu'on appelle la résilience, qui n'est pas en fait une invocation un peu théorique, mais qui vise à faire comprendre à une population qu'il y a un certain nombre de scénarios que parfois on ne choisit pas, parce qu'ils s'imposent à nous et qui peuvent exiger que nos modes de vie évoluent et qu'il y a un certain nombre de contraintes qui puissent être acceptées. Si on explique cette logique-là de la fonction militaire, les Français peuvent aussi mieux comprendre pourquoi les armées se préparent à la guerre. Parce que les armées sont une forme de garantie de la souveraineté pour que la communauté politique, dans le débat démocratique qu'elle veut porter, puisse choisir son projet. L'armée de terre répond à l'ambition de la France d'être une puissance d'équilibre et d'entraînement, capable de fédérer ses alliés, d'agir en coalition et d'assurer un rôle moteur dans l'affirmation du pilier européen de l'Alliance Atlantique. Riche d'une forte expérience opérationnelle d'armée d'emploi dans un spectre large de missions, l'armée de terre s'engage pour protéger la France et les Français, assumer les responsabilités internationales de notre pays et contribuer à la stabilité des zones de tension à travers le monde. Dans un contexte de rapport de force désinhibé sur l'échiquier mondial, elle contribue à la souveraineté nationale, à l'expression de la détermination de notre pays et à la génération de coalitions en tant que nation cadre. Capable de réagir à tout type de crise et de menaces, l'armée de terre dispose en permanence d'unités en alerte, dont les premières forces sont en mesure d'être déployées en moins de 24 heures partout dans le monde. Dans un contexte géostratégique qui se durcit et se radicalise, l'armée de terre s'adapte, se transforme et se renforce. Elle est au cœur de la puissance militaire française, prête à décourager ses adversaires, prête à entraîner nos alliés, prête à combattre. En opération permanente, l'armée de terre est la composante aéroterrestre des armées françaises. Elle agit en métropole et dans les Outre-mer, où elle assure la protection de la population et la défense du territoire, tout en participant à la diffusion de l'esprit de défense. Elle lutte contre les gangs armés terroristes et intervient au profit des populations lors des catastrophes naturelles et des feux de forêt. En Guyane, elle lutte contre l'orpaillage illégal aux côtés des forces de police et de gendarmerie. Présente dans les territoires de l'Hexagone comme de l'Outre-mer, l'armée de terre protège la souveraineté de la France et défend nos concitoyens partout où ils vivent. L'armée de terre agit en coalition avec ses alliés, dans le cadre de la solidarité stratégique au sein de l'OTAN, comme au titre des accords de défense jusqu'au Moyen-Orient. Déployée en Estonie et en Roumanie, elle participe à la posture dissuasive et défensive de l'Alliance sur le flanc est de l'Europe. Armée d'emploi crédible et polyvalente, elle assume un rôle de nation cadre capable de fédérer les contributions de ses partenaires. Elle se tient prête à monter en puissance et à déployer de grandes unités interarmes s'il le faut. En Pologne, elle forme et entraîne les forces ukrainiennes avec ses alliés européens. Au large, l'armée de terre agit en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, dans l'océan Indien et jusque dans le Pacifique, pour prévenir les crises et créer des partenariats. Reconnue pour sa valeur et son esprit guerrier, elle déploie des unités pour des missions allant de l'entraînement conjoint à l'engagement opérationnel. Au Liban, sous mandat de l'ONU, l'armée de terre contribue aux opérations de maintien de la paix, à la désescalade et à la recherche de solutions négociées dans la région. Alimentant un réseau dense de forces armées partenaires, ces unités forment et conseillent des forces locales, accompagnent des armées partenaires et contribuent à contenir les foyers de crise. L'armée de terre est un acteur de stabilité régionale dans l'océan Indien, depuis la Réunion et Mayotte, comme dans le Pacifique depuis la métropole, la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. Elle contribue aux relations bilatérales et multilatérales avec les grands alliés de la zone, notamment avec l'Inde, le Japon ou l'Australie. Elle agit avec ses partenaires afin de prévenir toute escalade et se tient prête à intervenir en cas de crise, de catastrophe naturelle ou de menace.
Réactive, crédible, polyvalente et fiable, l'armée de terre agit tous les jours en France, au près et au loin. Pour décourager ses adversaires, il faut inspirer la crainte, il faut être fort. L'armée de terre signale sa force par ses déploiements, comme par ses entraînements. Elle s'entraîne en permanence, en France et à l'étranger. Elle développe sa capacité à agir dans tous les milieux, au contact comme dans la profondeur du champ de bataille. Elle entretient son expérience opérationnelle et prépare ses unités de façon intense et réaliste pour être apte aux engagements les plus durs. Préparer la guerre, c'est d'abord préparer les chefs. Les grands exercices avec nos alliés entraînent les états-majors de nos grandes unités à l'engagement opérationnel en coalition. Les exercices d'ampleur ou à haute valeur ajoutée mettent en avant les qualités manœuvrières de l'armée française tout en renforçant ses liens avec les armées alliées. La victoire se prépare de plus en plus dans la profondeur du champ de bataille pour déceler les points faibles de l'ennemi, ses nœuds logistiques et ses postes de commandement afin de les neutraliser au moyen de frappes dont les portées s'allongent et la précision s'accroît. Les exercices ont ainsi permis cette année la montée en puissance du commandement des actions dans la profondeur et du renseignement. Ces actions et sa manœuvre jusqu'à 200 km en avant du gros de la division ou du corps d'armée sont primordiales pour prendre l'ascendant sur l'adversaire. Il s'agit aussi de surclasser l'adversaire dans le cyberespace. L'armée de terre densifie ses capacités dans toutes les dimensions de ce nouveau champ de bataille. Elle développe des centres d'entraînement dédiés aux drones et aux robots qui recréent avec réalisme les conditions du combat moderne et exploitent les retours d'expérience les plus récents. Armée d'emploi, forte d'une expérience opérationnelle unique et valorisée par une préparation opérationnelle réaliste, l'armée de terre agit tous les jours pour protéger la France et les Français et entraîner ses alliés. Réactive et aguerrie, elle est prête à s'engager dès ce soir si nécessaire. Face aux mutations technologiques et géostratégiques, l'armée de terre s'adapte et innove. Rester dans la course technologique est un impératif pour rester crédible. Dans le bouillonnement actuel de l'innovation, faire les bons choix conditionne la supériorité opérationnelle. Faire les bons choix, c'est savoir reconnaître les transformations durables du champ de bataille et les distinguer des aléas conjoncturels. Une des missions du commandement du combat futur est d'éclairer l'avenir. L'observation et l'analyse des conflits en cours permettent d'identifier les tendances et d'évaluer de nouvelles approches. La connaissance des capacités de notre industrie est impérative pour discriminer les innovations qui pourront être industrialisées et passées à l'échelle. L'évolution des doctrines et concepts d'emploi permet l'exploitation de ces nouvelles capacités au sein de notre système de combat interarmes. Les évolutions technologiques sur le champ de bataille l'ont rendu plus transparent et plus létal. Il devient de plus en plus important de frapper l'adversaire au loin. Acquérir des cibles dans la profondeur, décider de les frapper, délivrer des feux et évaluer leur effet est une capacité clé. C'est dans ce but que l'armée de terre a créé le commandement des actions dans la profondeur et du renseignement. La haute intensité au combat est devenue la nouvelle norme. Un affrontement à grande échelle où chaque décision compte. La profondeur, c'est aujourd'hui devenu un enjeu majeur. Le conflit ukrainien le démontre tous les jours. En fait, elle l'a toujours été pour un pays qui est engagé dans un conflit en tant que sanctuaire des ressources adverses. Donc la création du commandement des actions dans la profondeur et du renseignement, donc qui se situe au cœur de la transformation de la force opérationnelle terrestre, ça traduit cette nécessité face à un adversaire à parité d'être en capacité d'agir dans la profondeur de son dispositif, dans un compartiment relativement vaste, puisqu'il s'étend aujourd'hui entre 50 et 500 km au-delà de la ligne de deux contacts, tout simplement pour préparer l'engagement des unités de combat de premier échelon en mettant le système de combat ennemi à leur portée. Le CAPR, il s'appuie sur ces 3 brigades, que sont la 4e brigade d'aérocombat, la brigade de renseignement et de cyberélectronique et la 19e brigade d'artillerie. Ce sont 3 brigades spécialisées dont l'action vise d'une part, avant même le temps de la confrontation, à percer les intentions et à déceler les forces adverses, en s'appuyant notamment sur ces centres de renseignement. Et puis d'autre part, lorsque le temps de la confrontation est venu, simplement à façonner l'adversaire, c'est-à-dire à lui porter des coups sur ses arrières, dans la profondeur de son dispositif,
en neutralisant par exemple son artillerie, ses postes de commandement, sa logistique ou encore ses réserves. Donc être en capacité d'agir dans ce compartiment de terrain, être en capacité d'y produire des effets, eh bien ça conditionne pour l'armée de terre son rôle opérationnel de premier plan en Europe et au sein même d'une coalition. L'affrontement de haute intensité de grandes unités adverses puissantes requiert une épaisseur logistique croissante en termes de munitions, de réparation d'équipements, de soutien des hommes, de moyens de santé. Le commandement de l'action logistique de théâtre a été créé pour relever le défi de durée. La haute intensité a introduit un changement d'échelle et qui est notamment la massification du soutien logistique que l'on doit fournir, non plus aujourd'hui à un groupement tactique interarmes, mais davantage à une brigade, à une division ou à un corps d'armée. Donc il va falloir créer des stocks qui sont plus importants pour durer, pour soutenir des engagements qui sont peut-être plus durs que ceux qu'ils ont été dans le passé, dans les 30 dernières années. Alors, dans le cadre d'une coalition, le commandement et l'appui de la logistique de théâtre va s'organiser à un niveau qui est tactique au profit d'une division française qui, elle aussi, aura des éléments alliés en son sein. Le meilleur exemple en est Camo. Le commandement et l'appui logistique de théâtre vient de réaliser l'exercice Warfighter. Nous avons parfaitement intégré nos alliés belges au sein de nos structures de soutien, qu'il s'agisse de la maintenance, du soutien médical et de tous les soutiens qui leur étaient nécessaires. Une division aujourd'hui, pour les ordres de grandeur, parce que c'est le jalon de l'armée de terre pour 2027, ce sont 25 000 hommes environ. Donc ça représente 10 000 véhicules qu'il faut soutenir peut-être à 2 ou 3 000 kilomètres du territoire national. Donc ça représente au quotidien, en soutien, de ce que consomment les soldats, déjà ce sont 50 000 repas par jour. C'est 100 000 litres d'eau potable qu'il faut amener jusqu'au plus proche de la ligne des contacts. Pour un engagement de haute intensité en matière de soutien logistique, aujourd'hui j'identifie 3 défis à court terme. Le premier, c'est le renforcement des échelons les moins robustes, ceux qui seront principalement dans la ligne des contacts. Le deuxième défi que j'identifie, c'est le fait de retrouver de la masse, aussi bien dans les équipements que dans les stocks, notamment munitions, pièces de rechange, pour être capable de durer 5 minutes de plus que notre adversaire, ce qui nous amènera à vaincre. Enfin, le troisième type de défi, c'est un défi de ressources humaines qui concerne aussi bien l'actif que la réserve. C'est de retrouver et de conserver les spécialités dans les 9 sous-fonctions du soutien logistique, qu'il s'agisse de la maintenance, du soutien santé ou des acheminements. Quelle que soit l'évolution des technologies, des tactiques et des techniques de combat, ce sont les soldats qui donneront leur pleine efficacité au nouveau système d'armes, corollaire d'un entraînement exigeant et rigoureux. Le soldat est au cœur du système de combat de l'armée de terre. D'actif ou de réserve, il assure le service des armes de notre pays, défendant les intérêts supérieurs de la nation. Il incarne une jeunesse qui s'engage et qui démontre dans le quotidien de la préparation comme dans les dangers des déploiements opérationnels les valeurs de courage, de bravoure et d'abnégation qui font la fierté de la nation. Bras armés de la France, l'armée de terre agit pour protéger, pour décourager, démontrer et si nécessaire pour vaincre. Sa valeur repose sur l'engagement et la disponibilité de ses soldats, l'exigence de son entraînement, le savoir-faire de ses unités, la rigueur de son commandement. Commandée par des chefs et des états-majors rompus à la planification de manœuvres complexes, l'armée de terre cultive un style de commandement par intention, donnant du sens, libérant l'initiative et pariant sur l'intelligence sans en rabattre sur l'exigence de résultats, gage d'efficacité au combat. Pour rester une armée de référence en Europe et dans le monde, l'armée de terre française se prépare à des engagements de grande ampleur, intenses et inscrits dans la durée. Elle conjugue un savoir-faire éprouvé par des décennies d'engagement opérationnel, avec les nouvelles potentialités offertes par les drones, les robots et l'intelligence artificielle. En 2026, son effort consistera à renforcer son artillerie pour être plus létale et ses capacités logistiques pour durer, condition indispensable pour atteindre dès 2027 l'objectif de déployer une division modernisée, bonne de guerre, au service de la nation. Face aux conflits actuels, aux incertitudes du monde, l'armée de terre s'adapte. Aujourd'hui comme demain, elle tire sa force de la détermination des femmes et des hommes, d'actifs et de réserve, militaires et civils, qui font le choix de servir la France avec conviction et dévouement.
L'armée de terre s'adapte. Elle regarde le monde tel qu'il est et non tel qu'elle voudrait qu'il soit. C'est un monde de rupture rapide, d'incertitudes persistantes et de chocs à venir. Un monde à façonner, un monde de potentialités ouvertes, d'opportunités à saisir, de progrès à bâtir. Les innovations techniques et tactiques redéfinissent sans cesse le champ de bataille. Pour y faire face, le premier facteur de supériorité opérationnelle est la capacité d'anticipation, d'adaptation et d'action. La transformation en cours n'a pas de ligne d'arrivée. La piste se dessine à mesure que nous progressons. Elle est un mouvement continu, un état d'esprit, celui d'une armée qui se transforme en avançant, pour se mettre dans le rythme du monde, pour rester aux avant-postes. Pour faire évoluer notre organisation, nos méthodes et nos équipements à la même vitesse que les menaces, il s'agit d'être à la fois rapide et lucide. Lucide dans les choix, rapide dans l'exécution. L'innovation est un impératif. Le soldat le sait. Il pousse l'innovation par le bas. C'est l'esprit pionnier. Dans les unités au contact du terrain, le soldat expérimente, détourne, adapte, bricole et propose des solutions. En complément, le commandement du combat futur éclaire l'avenir. Il oriente la transformation, connecte les innovateurs aux besoins des combattants. Cette double dynamique est une force. Elle plaît à nos soldats et à nos cadres. Elle permet d'industrialiser l'innovation en lien étroit avec la Direction générale de l'armement et avec la base industrielle et technologique de défense. Les 4 dernières années ont vu l'essor des drones aériens de combat. J'ai la conviction que les 4 prochaines verront l'avènement des drones terrestres. C'est le sens de l'initiative Pendragon avec l'Agence ministérielle d'intelligence artificielle de défense, l'AMIAD, qui vise à disposer d'une première unité robotisée dès 2026. Ce ne sera ni une panacée, ni une fin en soi, mais la première pierre d'une évolution inéluctable qui ouvrira une révolution culturelle et tactique. S'adapter, c'est aussi comprendre les aspirations d'une jeunesse qui rejoint nos rangs en quête de sens. Elle y trouve une fraternité d'armes, ciment de la force morale et de l'efficacité au combat de nos unités. Donner du sens est une exigence permanente pour les chefs de l'armée de terre. J'ai choisi de promouvoir le commandement par intention. Il s'appuie sur les modes de décision employés en opération où ils ont fait la preuve de leur efficacité. Je veux que ce commandement par intention soit appliqué en garnison et dans tous les actes de la vie militaire. Il définit le but d'une action et confie aux subordonnés l'initiative des modalités, sans en rabattre sur la responsabilité. La subsidiarité est un mot, le commandement par intention et la subsidiarité en acte. Ce commandement responsabilise, il est culture du résultat. Le monde est dangereux. L'ambition de notre pays est forte. L'armée de terre, instrument de la détermination militaire et politique de la nation française, remplit ses missions chaque jour en France et à l'étranger. Elle s'adapte, accélère et assume l'obligation de résultat. L'armée de terre est stratégique, innovante et soudée. C'est l'armée de terre dont la France a besoin, reconnue par nos alliés et qui doit être redoutée par ses adversaires. Pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être fort. Pour être fort, il faut être prêt. Je vous invite maintenant à aller à la rencontre de nos soldats. Ils vous attendent dans les différents stands sur la place que vous avez pu traverser pour rejoindre cet amphithéâtre. Ils sont fiers de vous présenter leurs équipements et leur savoir-faire. Je vous propose de ne pas les faire attendre plus longtemps et de nous rejoindre dehors pour aller les visiter.